Bonjour. Je ne sais pas quelle sera la situation mondiale quand cette vidéo sera achevée. Le dollar américain se sera-t-il effondré? La zone euro aura-t-elle explosé? Le défaut de paiement des dettes de grands États aura-t-il provoqué une cascade de faillites, à commencer par celle des banques? Bien malin est celui qui peut dire la forme et l'ampleur que prendront les événements. Mais il ne faut pas avoir fait de hautes études pour se rendre compte que l'iceberg que nous voyons se profiler depuis longtemps sur notre route se rapproche et aura été probablement rencontré par le refus de changer de cap que la classe dirigeante mondiale oppose avec un aveuglement obstiné. Le but de cette vidéo n'est pas de faire des prédictions plus ou moins catastrophiques, ni de se livrer à une énième analyse économique de la situation. Il est de comprendre le mal profond, pas seulement les symptômes, mais le mal profond qui se traduit par les crises que nous vivons. Et si nous comprenons le fond du problème, alors on devient capable de trouver les solutions adaptées. C'est cela que cette vidéo veut nous aider à faire. Prenons une image. Imaginons une personne qui serait née en prison et la voici proche de la cinquantaine, toujours derrière les barreaux, sans aucun espoir de sortir. Est-il nécessaire de dire qu'en dépit de sa condition, elle n'a jamais cessé de rêver à la liberté? Elle avait lu, accumulé des images glanées au fil de ses lectures et passé des heures à imaginer ce que la vie pourrait être si jamais, par miracle, la liberté lui était offerte. Or, figurez-vous que libre elle était. Voilà bien des années en arrière, les portes de la prison avaient été déverrouillées, sans bruit, et sans qu'elle en ait été avertie. Alors allait-elle de temps en temps pousser la porte de sa cellule pour voir à tout hasard? Bien non, bien sûr, pourquoi l'aurait-elle fait, puisqu'on lui avait dit et répété que jamais elle ne serait libérée? Alors elle était là, tournant en rond dans sa cellule ou collant son nez contre la lucarne, rêvant à un dehors inaccessible, alors qu'il lui aurait été si facile de pousser la porte. Absurde, n'est-ce pas? Eh bien pourtant, le croirez-vous, ce prisonnier, c'est nous. C'est nous parce que nous nous tapons la tête sur les murs d'une prison imaginaire. Oh, les crises que nous vivons n'ont rien d'imaginaire, elles sont bien réelles dans leurs effets, mais elles n'ont rien d'accidentel. Elles sont la seule conséquence de la prison mentale qui nous enferme. Quelle est la nature de cette prison? Eh bien, c'est la représentation que l'on se fait de l'argent. Et quand les portes de notre prison ont-elles été ouvertes? Eh bien, c'est le 15 août 1971. Je suis en train de dire que le monde de suffisance pour tous, de paix et d'équité que l'on porte en rêve dans notre cœur est là, à portée de main. Eh bien oui, je l'affirme. Il suffit pour cela de comprendre ce qu'est vraiment la monnaie et d'explorer les horizons ouverts par sa récente libération, celle qu'elle a connue justement le 15 août 1971, mais qui s'est retournée en fin de compte contre nous, faute d'en avoir pris la mesure. Même si nous savons que ce n'est peut-être pas vraiment le cas, notre conscience collective est habitée par la croyance que, premièrement, la monnaie que nous utilisons tous les jours a sa contrepartie en or, quelque part dans les coffres des banques ou des États, et deuxièmement, parce que l'on pense que la monnaie est reliée à l'or, on croit qu'elle a une existence matérielle, qu'elle a une valeur propre et qu'elle est rare. On la considère alors comme un gâteau de taille limitée dont le partage serait la seule question que l'on aurait à se poser. Et comme elle est rare, on pense normal que tout le monde n'y ait pas droit. On le déplore bien sûr, mais on se résigne. Elle va donc vers les meilleurs, enfin quand je dis les meilleurs, ça veut dire les plus futés, qui la redistribuent ensuite selon qu'ils estiment possible et selon leurs propres règles du jeu, sous forme de salaire et sous forme d'œuvres charitables. Enfin, quand on manque d'argent, eh bien, on croit tout à fait normal qu'il n'y a pas d'autre choix que d'aller l'emprunter à ceux qui en ont, ceux qui en possèdent, contre un légitime intérêt. Voilà ce que nous croyons. Voilà la représentation que nous nous en faisons. Mais la réalité présente est tout autre. Pour toucher cette réalité,
Il faut comprendre la vraie nature de la monnaie, sinon nous ne ferons que déplacer le problème sans jamais les régler. Vous noterez au passage que la question de la nature de la monnaie est tout simplement éludée, ou pour être plus exact, qu'elle est confondue avec les fonctions de la monnaie, un peu comme si on voulait définir la nature humaine par ses actions. Elle est à double face, comme les deux faces d'une pièce. Voici deux petites histoires pour les illustrer. Et nous allons commencer par le côté pile. Nous sommes dans un petit village, quelque part au Québec. Et dans ce village, l'auberge de la Calèche trône en face de la gare. C'est le lieu où les villageois ont plaisir à se retrouver pour échanger les derniers potins, commenter l'actualité, passer un bon moment entre amis. Et ce matin-là, arrive une dame. Bonjour. Oh, bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Pourrais-je réserver une chambre pour ce soir? Je suis venue dans la région régler 2-3 affaires et j'ai aucune idée du temps que ça va prendre. Alors, comme j'ai peur de manquer le dernier train, je préfère avoir une chambre au cas où. Inquiétez-vous pas, on est là pour ça, chère dame. OK, je vous réserve une chambre. Je vois que vous n'avez pas de bagages. Alors, ce sera 50 $, s'il vous plaît. Certainement. Excusez la déchirure, je l'ai réparée avec un peu de papier collant. Pas de problème, chère dame. Ça fait tout autant l'affaire. Parfait, alors. À ce soir. À tantôt. Elisabeth. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon boulanger préféré? Eh bien, je te rappelle que t'as toujours pas payé le gâteau que j'ai fait pour ta fille l'autre jour pour son anniversaire. Oh. 50 $, justement. Alors, le beau billet que t'as là serait tout aussi bien dans ma caisse. Hey, tu fais bien de me le rappeler, hein? Je suis désolée, j'avais complètement oublié ça. Eh bien, c'est pas tout ça. J'ai du pain sur la planche. Alors, je retourne à mes fourneaux. Bonne journée. Bonjour, bonjour! Bonjour, comment vas-tu ce matin? Ça va bien. J'arrive de prendre mon petit café puis je retourne à ma boutique. Mais j'y pense, je vous dois encore ma dernière visite. Hein? Oui. C'était combien? C'est pour quel soin? Ah, ben, c'est pour une réparation d'un plombage. C'est 50 $. Ben justement. Voilà. Ben merci beaucoup. Hey, bonne Puis, journée. ben, bonne journée à toi, puis je dirai à ma secrétaire que c'est réglé. Excellent, merci. Bonne journée. Au revoir. Sylvie? À quelle heure mon prochain rendez-vous? J'ai un peu de temps de libre. Je vais en profiter, puis je vais aller payer mon garagiste. J'en aurai pas pour très longtemps. À tout à l'heure. Alors, satisfait de la dernière commande que j'ai faite pour toi, Gilles? Très satisfait. Bon savon? Oui. Excellent. Bonjour, Gilles. Bonjour, quel bon vent t'amène? Un problème avec ta voiture? Un vent que tu vas aimer. Je m'en viens régler ce que je te dois. Ah oui? Je pense que c'était 50 $. C'était juste une vidange, hein? Oui, juste une vidange. C'est parfait. 50 $. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Mon cher Dominique, ça tombe bien. Je te devais 50 $ pour le savon liquide que tu m'as livré l'autre jour. Oui, 50 $ bien juste. Merci, ça tombe très bien. Et voilà. Bon, où j'en suis rendu? Prochain rendez-vous, peut-être un peu trop loin, j'aurai pas le temps de me rendre. Peut-être passer la nuit ici. Ouais, c'est une bonne chose. Je repartirai tôt demain matin. Pourquoi pas? Hein? Va à la Calèche. C'est la meilleure place dans le coin. En plus, ils sont pas chers. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ça a l'air que c'est bien. Bon, allez, je me sauve. Même commande la semaine prochaine? Oui, mon Dominique. Merci, Gilles. Merci, Dominique. Bonjour. Oh, bonjour, ou bonsoir plutôt. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous auriez une chambre de disponible? Je suis désolée, mon pauvre monsieur, mais j'ai rien pour ce soir. L'hôtel est complet. Non, regardez. J'ai fini plus tôt que je pensais. Et puis, j'ai tout le temps d'attraper mon dernier train. Donnez donc ma chambre à monsieur. Ah, ben tout est réglé d'abord. Ce sera 50 $, s'il vous plaît. Avec plaisir. Et voilà.
Oh, je vous remercie. Voilà pour vous. Ah, mais c'est mon billet de 50 que je vous ai remis ce matin. Ah oui? Comment voyez-vous ça? Ben, vous vous souvenez? Je vous avais dit qu'il était déchiré et que je l'avais réparé. Il est reconnaissable. Mais vous êtes donc bien riche, vous, pour vous permettre de déchirer les billets de 50 $. Aucune importance. Il était faux. Quel enseignement tirer de cette première histoire? Cette monnaie de singe a réglé les dettes de la communauté. Car même après avoir appris que le billet était faux, ça n'a rien changé au fait que tout le monde est satisfait et estime avoir été payé. C'est que la monnaie, voyez-vous, contrairement à ce que nous pensons, n'a aucune valeur en soi. Ce n'est qu'un peu d'encre sur un bout de papier, ou mieux encore quelques électrons qui se baladent sur un écran d'ordinateur. La monnaie n'a pas de valeur propre et elle ne fait que traduire la valeur que nous donnons aux choses. Et si nous acceptons ce bout de papier sans valeur propre, c'est parce que l'on sait que les autres accepteront ces bouts de papier en paiement. On peut alors en déduire que la monnaie est une simple convention sociale fondée sur la confiance. Il suffit qu'un groupe de personnes se mettent d'accord sur une unité de compte et que tous les membres de ce groupe s'engagent à l'accepter en paiement. On dit toujours le plus difficile, c'est de trouver de l'argent. Pas du tout. L'humanité a vécu pendant des centaines de milliers d'années sans argent et c'est pas pour ça que le processus de l'évolution s'est arrêté. L'argent est une pure convention. L'argent n'a aucune valeur en tant que tel. La seule valeur qui est donnée par l'argent, c'est l'échange entre des êtres humains qui se font confiance. Jean est artisan boulanger au village. Et ce matin-là, arrive une dame avec son enfant. Tiens, mais voilà madame l'institutrice. Et accompagnée aujourd'hui? Pas d'école aujourd'hui? Mais non, Jean. Nous sommes samedi. Tu sais bien que ces jours-là, il n'y a jamais d'école. Comment ça va à la maison? Tout va bien. La femme, les enfants, le chat, le poisson rouge. Mais je suis bien contente de l'entendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait plaisir, mon gars? Un croissant. Eh bien, Jean, donne-moi un croissant, une baguette et un pain d'épeautre, s'il te plaît. Si tu disais à Jean ce qu'on apprend à l'école en ce moment. On apprend l'économie. Plus précisément, je leur parle du troc et de l'argent. Wow! Et ce serait comment si on faisait du troc, là, maintenant? Ben, il faudrait que vous disiez à maman de quoi vous avez besoin en échange de ce qu'on vous prend. De quoi auriez-vous besoin? J'aurais bien besoin de remplacer les pneus à l'avant de ma camionnette de livraison. Tu crois que ça pourrait marcher, ça? Non, je crois pas. Pourquoi? Parce que tu ne saurais pas faire et parce que ça vaut beaucoup plus que ce qu'on lui a pris. Bravo! Je vois que tu as tout compris. Alors, quelle solution il nous reste si nous ne pouvons pas faire du troc? Payer avec de l'argent? Mais payer avec de l'argent, est-ce que c'est comme du troc? Non, c'est juste du papier sans valeur. Pourquoi Jean accepte du papier sans valeur? Parce qu'il pourra le redonner à la personne qui lui fournira ses pneus. Est-ce que je devrais encore quelque chose à Jean? Mais non, vu que tu lui auras remis l'argent. Alors, je remets à Jean un papier, billet, sans valeur, et puis je ne vois plus rien. C'est ça. C'est que l'argent, là, c'est comme une reconnaissance de dette. Est-ce que tu sais ce qu'est une reconnaissance de dette? C'est un papier sur lequel une personne écrit ce qu'elle doit à une autre parce qu'elle ne peut pas lui donner tout de suite? C'est ça. L'argent, c'est comme une reconnaissance de dette, mais sans nom. Tu vois? À la place de l'image ici, il pourrait être écrit « Ce papier certifie que la personne qui le possède a fourni quelque chose à quelqu'un, mais n'a encore rien reçu en retour. » Je comprends toujours pas pourquoi c'est pas toi qui dois quelque chose, car c'est bien toi qui as acheté et qui n'a rien donné. Mais oui, parce que c'est moi qui ai donné l'argent et puis qu'à un autre moment donné, j'ai fourni quelque chose à quelqu'un qui pouvait rien faire pour moi.
Tiens, par exemple, je vous enseigne toute la semaine et en échange, on me paie pour mon travail. L'argent remplace le fait que mes élèves ne peuvent pas faire quelque chose pour moi en retour. Comme l'échange n'a pas eu lieu, eh bien, je peux aller chercher ailleurs ce dont j'ai besoin. C'est ainsi que chaque personne peut aller dans la communauté chercher ce qui lui est nécessaire. C'est comme si j'aide mon copain Lucien à faire un devoir d'anglais et qu'il me donne des bonbons. Parce qu'il ne peut pas m'aider en maths. Tu sais, il est beaucoup plus nul que moi. Alors je pourrais aller chercher l'aide avec les bons en maths contre les bonbons. Exactement ça. L'argent, c'est comme une reconnaissance de dette de la société envers tout le travail fourni par les membres de cette société et transmissible d'une personne à l'autre. J'avais jamais pensé à ça, dis donc. Mais alors, si l'argent est une dette de la société envers ses membres pour le travail qu'ils fournissent, c'est elle qui devrait l'émettre. Et gratuitement encore. Pourquoi faut-il donc que les pays empruntent leur monnaie aux banques? Qu'est-ce que la compréhension de la nature de la monnaie met en lumière? Alors que par nature, l'argent n'a aucune valeur, la fausse valeur qu'on lui accorde conduit l'homme et ses organisations à le considérer comme première richesse, au point que en avoir devient l'obsession principale. Pensez-y, si demain vous êtes milliardaire, mais perdu au milieu du désert et crevant de soif, eh bien vous vous rendrez vite compte que la richesse est dans l'eau et pas dans vos milliards. Cette inversion de la représentation des choses fait qu'au nom du besoin d'argent, richesse symbolique, la vraie richesse, celle que nous offre gratuitement la Terre, valorisée par l'activité humaine, est négligée. La planète est saccagée et l'être humain asservi. D'autre part, alors que par nature, c'est la société qui nous donne l'argent en reconnaissance du travail que nous fournissons, ce qui implique qu'il lui revient à cette société, à elle seule, le devoir et le pouvoir de l'émettre gratuitement à hauteur nécessaire pour cela. La représentation qu'on se fait de la monnaie a conduit les peuples à devoir emprunter contre intérêt auprès du système bancaire la monnaie qui rémunère son propre travail. Si les conséquences écologiques et humaines n'étaient pas aussi dramatiques, on pourrait en rire. Mais puisque la vie même est menacée, ça vaut le coup de creuser un peu les choses pour comprendre comment nous avons construit les murs de notre prison. Mais pour cela, il faut revenir un peu en arrière. Il fut un temps où la monnaie était matérielle, faite d'or et d'argent, c'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'on en garde le souvenir. Elle avait donc une valeur propre et pouvait manquer. La matérialité de la monnaie, sa valeur et sa rareté étaient les problèmes que les sociétés d'alors avaient à régler. Entre autres, celui de la sécurité. Pas évident de circuler au cœur des chemins creux et des forêts sombres de l'époque, avec bourses et coffres remplis de pièces sonnantes et trébuchantes. C'est ainsi que les orfèvres, ce sont les ancêtres des banquiers, eurent l'idée de proposer la garde des valeurs précieuses contre remise de lettres de change. C'est un bout de papier. Il suffisait de se présenter alors après chez un confrère orfèvre à destination pour récupérer ces valeurs. Puis le système s'est perfectionné, rendant possible la transmission des lettres de sorte qu'il n'était même plus nécessaire de les reconvertir. Elles servaient tout simplement à effectuer les échanges. Ainsi était né le principe de la double monnaie, une vraie monnaie protégée, tandis qu'une autre monnaie d'usage circulait, des papiers sans aucune valeur propre, mais qui étaient acceptés en paiement parce que l'on savait que l'on pouvait les reconvertir en or à tout moment. Ce principe est toujours au cœur de notre système. La différence est que l'or et l'argent ont été remplacés par ce que nous appelons la monnaie centrale. Qu'est-ce donc que cette monnaie centrale ? Eh bien, la confiance, qui autrefois résidait dans la valeur du métal qui constituait la monnaie, a été remplacée par celle que suscitent les banques centrales, sur la foi que ces organismes garantissent
la bonne fin des opérations bancaires. En outre, elles ont aussi le monopole de l'émission monétaire. Ainsi, la monnaie qu'elles émettent est seule à avoir valeur légale. Elle se présente sous deux formes. Les pièces et les billets que nous connaissons bien, que nous utilisons tous les jours, c'est la monnaie fiduciaire, et sous forme scripturale, monnaie d'écriture, mais cette forme-là ne nous est pas accessible. Elle est uniquement réservée aux banques qui se règlent entre elles ce qu'elles se doivent à partir du compte qu'elles détiennent à la Banque centrale. Et vous le savez sans doute, les pièces et billets que nous utilisons tous les jours ne représentent qu'une dizaine de pourcents de nos transactions. Le gros est fait avec la monnaie scripturale bancaire, donc une monnaie non centrale. C'est l'équivalent en fait des lettres de change d'autrefois. Ce n'est pas de la monnaie, c'est une promesse de monnaie. Quand vous recevez votre relevé de compte indiquant par exemple que vous avez 1000 euros ou dollars ou yens ou encore une autre monnaie, en réalité vous n'avez que la promesse de la banque de vous procurer 1000 euros, dollars ou yens en monnaie centrale si vous le demandez et quand vous le demanderez. En attendant, votre compte n'est qu'un sac vide sur lequel est précisé le niveau auquel la banque s'engage à le remplir. Le principe de double monnaie a réglé la question de la sécurité. Mais restait à résoudre un autre problème récurrent, celui de la rareté des métaux précieux entraînant la rareté de la monnaie. Les orfèvres devinrent banquiers quand ils mirent au point des techniques financières pour contourner cet obstacle. Voyant que les lettres de change circulaient bien, au point que les gens étaient loin de venir en demander la conversion en or systématiquement, ils eurent l'idée de consentir des prêts en remettant des lettres de change, mais cette fois non garanties contre des pots d'or correspondants. Le bénéficiaire pensait-il que le banquier lui prêtait un peu de sa fortune? Peut-être, enfin rien dans tous les cas ne laissait supposer le contraire. En réalité, le banquier pariait qu'il pouvait se permettre de faire circuler plus de valeurs papier qu'il ne détenait de valeurs métal, parce qu'il misait sur le fait que tout le monde n'irait jamais demander la convertibilité en même temps. Ici encore, le principe de réserve fractionnaire est au cœur du système monétaire actuel. Les banques ne sont soumises qu'à détenir, à la Banque centrale, qu'une réserve en monnaie centrale très inférieure au montant des dépôts de leurs clients chez elles. Le taux des réserves obligatoires varie selon les pays et se situe le plus souvent entre 0 et 5%. Vous aurez donc compris que tout le système repose sur une espèce de trompe-l'œil, puisque les banques sont loin de détenir en monnaie centrale le montant de leurs engagements à l'égard de leur clientèle. Or, rappelez-vous que la monnaie est une convention sociale fondée sur la confiance. Compte tenu des pratiques actuelles, la confiance ne peut exister qu'en rendant opaque aux yeux du public ce principe, car il introduit un facteur important d'incertitude et d'instabilité. Et voici donc ce fameux moment où les portes de notre prison ont été déverrouillées, mais sans qu'on s'en aperçoive. Et ce qui aurait dû se traduire par une libération s'est transformé en outil d'asservissement. Nous voilà donc à cette fameuse date du 15 août 1971. À cette date, les monnaies sont encore reliées à l'or, mais uniquement par l'intermédiaire du dollar américain. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 3/4 des stocks d'or mondiaux se trouvent aux États-Unis. C'est pour cette raison qu'il fut décidé, lors de ces accords de Bretton Woods, que seul le dollar américain resterait convertible. C'est cela qui conféra au dollar sa suprématie sur toutes les autres monnaies, en devenant la monnaie de réserve et de commerce international. Dans les années qui suivirent, tandis que les dollars inondaient le monde, les réserves d'or américaines, elles, diminuaient. En 1971, la situation du pays de l'oncle Sam, englué qu'il était dans la guerre du Vietnam, est bien différente de ce qu'elle était en 1944.
les dollars en circulation ne sont plus garantis par ce qu'il reste de stock d'or à Fort Knox. Certains pays, dont la France, n'ayant plus confiance dans le dollar papier, ont commencé à demander de l'or à la place des dollars qu'elle avait en réserve. Qu'allait-il arriver si tout le monde faisait pareil? Eh bien, le président Richard Nixon n'attendit pas la réponse. Le 15 août 1971, donc, il met fin à la convertibilité du dollar. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. La perte du dernier lien qui rattachait la monnaie à l'or a ainsi sonné le glas de l'ère de la monnaie matérielle. Commença alors l'ère de la monnaie dématérialisée, de la monnaie virtuelle, sans valeur ni existence propre. Commence alors l'ère de l'argent-dette. Comprenons bien ceci. Cette décision qui libérait la monnaie de la rareté attachée à l'or aurait dû conduire à une libération des peuples. En fait de cela, comme un étau se refermant doucement, c'est une logique d'asservissement de la plupart pour le profit de quelques-uns qui s'est mise en place et dont nous ne mesurons les effets qu'aujourd'hui parce que nous pensions que c'était seulement inhérent aux pays pauvres. Pourquoi ce paradoxe? Eh bien parce qu'en abandonnant la matérialité de la monnaie, on aurait dû du même coup abandonner les deux principes, celui de la double monnaie et de la réserve fractionnaire, que seul justifiait cette matérialité. Ne l'ayant pas fait, eh bien en voici les conséquences. La vraie monnaie, et comprenons qu'elle n'est vraie que par décision humaine, donc celle qui remplace l'or, c'est la monnaie centrale que seules les banques centrales des pays peuvent émettre. Mais le maintien du principe de réserve fractionnaire implique que cette vraie monnaie est toujours en quantité largement inférieure aux besoins, de l'ordre de 8 à 15 fois au moins. Alors, le manque structurel de monnaie centrale doit être compensé par une monnaie de substitution, une monnaie privée, celle-là, la monnaie scripturale bancaire, sans valeur légale, que nous avons appelée ici monnaie d'usage. Rappelons-le, elle a le nom de monnaie, elle a l'apparence de la monnaie, elle a les fonctions de la monnaie, mais ce n'est pas de la monnaie, c'est une promesse de monnaie centrale. Mais d'où vient-elle, cette monnaie bancaire, puisqu'on ne peut plus l'extraire du lit des rivières ou du cœur de la roche comme l'or? Pour qu'il y en ait dans la société, il faut la créer. Et par quel phénomène? Eh bien en s'endettant auprès des banques qui font comme si elles nous prêtaient quelque chose qu'elles possèdent. Le processus de création monétaire se résume à la magie d'une opération comptable qui revient à transformer en monnaie quelque chose qui n'en est pas. Une opération simple, tellement simple, disait l'économiste John Kenneth Galbraith, que l'esprit en est dégoûté. Le mieux est de prendre un exemple. Voilà M. Dupont, il a besoin de 10 000 $ pour acheter une voiture. Il va voir son banquier et après examen, son banquier estime qu'il a la capacité de lui rembourser cette somme, augmentée bien sûr des intérêts. Alors il lui accorde ce prêt. Il inscrit à l'actif du bilan de la banque la somme de 10 000 $, car il a le pouvoir de transformer en monnaie la parole donnée par M. Dupont, transcrite dans un contrat de prêt. Parallèlement, il inscrit 10 000 $ au passif de son bilan puisqu'il doit l'argent sur le compte de M. Dupont. Il y a en quelque sorte échange de dettes, une payable en totalité immédiatement par la banque pour que M. Dupont ait la disponibilité de la somme sur son compte, et l'autre remboursable par M. Dupont à la banque plus tard au rythme prévu dans le contrat de prêt. Jusque-là, pas de problème pour la banque. Une simple écriture comptable a permis de faire sortir 10 000 $ du chapeau du magicien. Puis, M. Dupont signe un chèque à son garagiste qui, par hasard, est à la même enseigne bancaire que lui. Toujours pas de problème pour la banque, elle débite le compte de M. Dupont et crédite celui du garagiste de la même somme. Une autre simple écriture comptable a suffi. En réalité, ce qui a été mis sur le compte de M. Dupont et qui s'est retrouvé sur le compte du garagiste
ce ne sont pas des dollars, mais des sacs vides. Mais voilà, cette fois que le garagiste règle la facture d'un fournisseur dont le compte est domicilié dans une autre banque. Là, les choses se compliquent pour la banque commune de M. Dupont et du garagiste. Pourquoi? Eh bien parce que la banque de ce fournisseur, elle, ne veut pas de sacs vides. Elle veut de la monnaie centrale dans les sacs. Tous les jours, voyez-vous, les banques comparent ce qu'elles se doivent réciproquement et seuls les soldes débiteurs sont réglés en monnaie centrale. Si une banque débitrice n'a pas assez de monnaie centrale sur son compte pour payer ce qu'elle doit, elle n'a plus d'autre option que d'emprunter à d'autres banques ou à la banque centrale elle-même. Ainsi, vous l'aurez compris, le jeu pour une banque est de faire en sorte d'avoir le moins besoin possible de monnaie centrale parce que ça lui coûte des sous, alors que les sacs vides ne lui coûtent rien. Maintenant, tâchons de nous représenter la dynamique du système dans sa globalité au moyen d'une analogie. On va comparer la communauté mondiale à une baignoire. La monnaie centrale émise par les banques centrales représente l'eau, la vraie. Mais le niveau est donc bien inférieur à ce dont la communauté a besoin. Alors, les banques privées ouvrent le robinet du crédit à la demande solvable et mettent ce que l'on croit être de l'eau, mais qui n'en est pas, dans les réservoirs, c'est-à-dire dans les comptes des emprunteurs. En réalité, elles ne font qu'inscrire sur la paroi du réservoir la quantité d'eau qu'elles s'engagent à y verser, mais nous laissent croire que l'eau y est contenue. Comme elles savent qu'il faudrait des circonstances exceptionnelles pour que tout le monde vienne tirer toute l'eau en même temps, elles se permettent ce jeu en trompe-l'œil. L'essentiel est qu'aux yeux du monde, il y ait en apparence toute l'eau qu'il faut dans la baignoire et que les gens le croient. Mais cette eau apparente, ne l'oublions pas, est prêtée. Elle ne reste donc pas dans la baignoire et elle est de plus soumise à paiement d'un intérêt. Tous les jours donc, au rythme des échéances prévues, une partie s'évacue par la bombe d'évacuation et chaque emprunteur doit restituer au fil du temps plus que ce qu'il a reçu, de sorte que ce qui est dû est toujours supérieur à ce qui a été versé. Quelles sont les conséquences de cela? Représentons-nous bien les choses. Argent égale dette. Toute la monnaie qui circule dans le monde est associée à une dette. Pas de dette, pas d'argent. Si toutes les dettes étaient remboursées en cet instant, non seulement il n'y aurait plus un sou vaillant dans le monde, mais on devrait encore de l'argent. Dans ces conditions, nous sommes placés malgré nous en situation de lutte les uns contre les autres. L'emprunteur doit aller chercher dans la poche des autres le montant des intérêts qui ne faisaient pas partie du prêt. Or, les autres ont exactement le même problème à résoudre. Cela crée nécessairement une tension et une logique de chaise musicale. Les perdants sont acculés à la faillite et à la perte de leurs avoirs. Si un mécanisme compensatoire ne venait pas contrarier cette logique, on assisterait à un appauvrissement progressif généralisé de la société au seul profit de quelques-uns jusqu'à ce que la baignoire soit entièrement vidée. La crise actuelle, d'ailleurs, rend visible ce phénomène car le mécanisme compensatoire est grippé. Quel est-il, ce mécanisme? L'endettement exponentiel. Eh bien oui, telle est la parade à l'assèchement progressif de la baignoire. Réemprunter. En augmentant le débit au robinet d'alimentation, autrement dit en stimulant la demande de crédit, on peut compenser le surplus exigé à la bombe d'évacuation et ajuster le niveau d'eau dans la baignoire. Mais ce jeu conduit fatalement au surendettement et à l'asservissement des peuples. C'est ce à quoi nous assistons. Les dettes publiques et les dettes privées atteignent de tels sommets que les prêteurs redoutent le défaut de paiement. Tandis que d'un côté, les citoyens voient les frais bancaires s'envoler, et ils doivent aussi, au nom de la réduction de la dette publique, pour rassurer les marchés, selon la formule consacrée, accepter des impôts supplémentaires et l'austérité dont la conséquence première est le démantèlement des services publics
et des protections sociales. Il faut voir dans la dette non pas le fait qu'on vive au-dessus de nos moyens, comme on aime à nous le reprocher pour justifier les mesures draconiennes qu'on nous impose, mais le résultat de la dynamique qui anime le système dans son ensemble. Comment pourrait-il ne pas y avoir de dette, puisque sans dette, il n'y a pas d'argent? Mais il est tellement plus simple et lucratif pour ceux qui en tirent profit de culpabiliser le citoyen plutôt que d'admettre que la monnaie est effectivement une dette par nature, mais que c'est une dette de la société envers sa population et non de la société envers les banques. Fondamentalement, c'est les banques privées qui créent la monnaie. Les banques qui aujourd'hui sont des banques à la fois commerciales, tournées vers le public, et des banques d'affaires, tournées vers l'industrie. Ce sont elles qui décident de fabriquer de l'argent. Il faut voir que c'est un pouvoir exorbitant qui est donné à des personnes privées. C'est le sang de l'économie, la monnaie. C'est le droit de faire vivre les gens. Il faut voir que par la création monétaire, le fait que la création monétaire soit monopolisée par des personnes privées, ça veut dire que le contenu de la vie des individus est monopolisé par des personnes privées. Parce que demain, je vais décider que moi, je fais confiance aux pétroliers, ou je fais confiance aux producteurs d'amide antipersonnel, ou je fais confiance aux producteurs de je ne sais pas quoi. Voilà. Et ça, je le décide dans mon petit coin de banquier à, on va dire, 100 personnes sur le marché de New York. Nous comprenons que ce qui vient d'être dit là est difficile à comprendre parce que nous avons la tendance à considérer la situation à partir de notre situation personnelle. Vous pouvez vous dire, mais moi je ne dois pas d'argent à quiconque. Mais il faut considérer la chose dans sa globalité. C'est cela que nous essayons d'expliquer. Tout l'argent est emprunté par la société, même si vous n'avez pas emprunté d'argent. L'argent que vous avez a été emprunté à un moment quelconque ou dans un autre lieu par d'autres personnes. Peut-être êtes-vous en train de vous demander, mais pourquoi donc nos gouvernements persistent-ils à suivre une voie aussi hasardeuse qui ne fait que démontrer ces imperfections? C'est que, voyez-vous, ce qui est vécu comme erreur et dysfonctionnement par les uns assure la fortune et les privilèges de quelques autres. Tout dépend où on se place. La finance mondiale est dominée d'une part par la City de Londres, État dans l'État, entièrement aux mains des banques privées, et par Wall Street aux États-Unis, où par ailleurs la Banque centrale, la Federal Reserve, n'est pas un organisme public, mais un cartel de banques privées. Certes, la Banque de France est un organisme d'État, de même que la Banque du Canada. Quant à la Banque centrale européenne, elle appartient aux États membres. Mais, histoire de bien verrouiller les choses, les banquiers ont obtenu que les banques centrales soient indépendantes du pouvoir politique, ce qui les rend du même coup totalement dépendantes des banques. Vous observerez que si l'indépendance des banques centrales est clamée comme étant un verrou essentiel à une saine gestion, celui de la dépendance aux intérêts des banques est totalement passé sous silence. Cette indépendance par rapport au pouvoir politique n'est pas neutre, car elle place le pouvoir financier au-dessus du politique dont on ne peut que constater combien il lui est aujourd'hui soumis. Si vous hésitez encore à le croire, voici un extrait d'article publié par le journal Le Monde sur son site le 2 janvier 2012, intitulé « Pourquoi faut-il que les États paient 600 fois plus que les banques ?» Un juge américain a récemment donné raison aux journalistes de Bloomberg qui demandaient à leur banque centrale d'être transparente sur l'aide qu'elle avait apportée elle-même au système bancaire. Après avoir épluché 20 000 pages de documents divers, Bloomberg montre que la Réserve fédérale a secrètement prêté aux banques en difficulté la somme de 1 200 milliards au taux incroyablement bas de 0,01%. Au même moment, dans de nombreux pays, les peuples souffrent des plans d'austérité imposés par les gouvernements, auxquels les marchés financiers n'acceptent plus de prêter quelques milliards à des taux d'intérêt inférieurs à 6, 7 ou 9%. Deux poids, deux mesures, voyez-vous. Quand les banques sont en difficulté, elles bénéficient de toutes les faveurs au meilleur compte, mais quand ce sont les États, eux, ils doivent payer le prix fort. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que, considéré du pas de porte du citoyen ordinaire, le système dysfonctionne, mais considéré de celui de l'actionnaire bancaire, il est des plus efficaces puisque toujours gagnant. Tout va bien, les profits sont pour la banque,
Rien ne va plus, les pertes sont pour les peuples. Pile je gagne, face tu perds. Imaginons maintenant que nous soyons les naufragés d'un grand paquebot. Au cœur de la tempête, notre groupe a été séparé en deux. Une moitié se retrouve sur une île déserte et l'autre moitié sur une autre, fort éloignée de la première. Chaque île est vaste et offre toutes les richesses nécessaires pour assurer la suffisance matérielle et favoriser l'épanouissement de chacun. Quant à la communauté humaine qui débarque sur chaque île, il existe en chacune toutes les compétences pour recréer des conditions de vie agréables. Après avoir traité l'urgence pour assurer la survie dans les premiers jours, les colons de chaque île décident de s'organiser pour édifier les bases d'un avenir heureux. Il apparaît très vite qu'un système monétaire faciliterait la production et l'échange des biens et services produits. Sur l'île que nous appellerons l'île A, un ex-banquier parvient à convaincre la communauté de copier le système traditionnel qu'elle a quitté par la force du naufrage. Après tout, dit-il, n'est-ce pas ce système qui a assuré le plus fort développement en Occident. En revanche, sur l'île B, après un long débat, il fut décidé qu'un organisme d'émission monétaire collectif serait créé, mandaté et contrôlé par une double assemblée citoyenne, une élue et l'autre tirée au sort à mandat court et non renouvelable. Étonnamment, même distante, les deux îles présentaient de nombreux points communs, entre autres une large rivière coupait chaque île en deux et il fallait faire un grand détour en amont pour en atteindre l'autre partie. À l'évidence, la solution résidait dans la construction d'un pont. Tout était là, l'envie de le construire, la technologie pour le faire, la main-d'œuvre, les matériaux. Restait à définir seulement comment les personnes qui allaient consacrer leur temps à ce travail d'intérêt collectif allaient être rémunérées. Sur l'île A, le banquier proposa que la communauté s'organise comme toute grande société civilisée, autrement dit qu'elle élabore une fiscalité dont les revenus rendraient possible de tels investissements. Cela s'imposait d'autant plus, précisa-t-il, que, au-delà de la construction du pont, allait se poser aussi la question des communications, de l'éducation, de la santé, bref, des besoins d'utilité commune. Et l'addition s'annonçait lourde. Devant l'inquiétude grandissante de la population, le banquier se voulut rassurant. « Oh, tranquillisez-vous, leur dit-il, si vous n'avez pas les moyens de me rembourser le capital, je vous demanderai le paiement seulement de l'intérêt jusqu'à ce que vous soyez en mesure de me rembourser le principal. » Un peu à reculons, les colons acceptèrent toutefois parce qu'ils ne voyaient absolument pas comment faire autrement. Toutefois, la construction du pont fut décidée à l'endroit le plus étroit de la rivière. Or, non que c'était le meilleur endroit. En fait, deux autres lieux auraient beaucoup mieux convenu aux besoins de la population, mais c'était là que ça coûtait le moins cher. Sur l'île B, un débat fut instauré pour vérifier en premier si un pont était réellement la meilleure réponse aux problèmes qui se posaient, puis quel genre de pont, et l'endroit qui convenait le mieux pour répondre aux besoins de la population avec le moindre empreinte écologique. La décision fut prise démocratiquement, le projet fut chiffré, et l'organisme d'émission créa la monnaie nécessaire au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour rémunérer les acteurs engagés dans la réalisation de cet ouvrage. 2 ans plus tard, chaque île avait son pont, mais à une nuance près toutefois. Tandis que sur l'île B, le pont était payé et correspondait exactement à ce que les habitants en attendaient, sur l'île A, la population allait devoir se saigner pour rembourser sa dette, à moins bien sûr d'accepter de payer des impôts à l'infini pour n'en régler que les intérêts. Bref, une perspective peu propice à faire oublier la frustration qu'avait laissée la nécessité d'une implantation moins adaptée. Voyez-vous l'aube du nouveau monde qui s'annonce si nous prenons la pleine mesure de ce qui vient d'être dit là? Aujourd'hui, nous vivons sur l'île A, malheureusement. L'argent est le passage obligé pour avoir accès à ce qu'il faut pour vivre. Combien de personnes dans le monde meurent chaque jour par manque de nourriture ou manque de soins, non que la nourriture ou les médicaments fassent défaut, mais parce qu'elles n'ont pas l'argent pour y accéder. Elles se comptent par dizaines de milliers chaque jour. Le manque d'argent tue plus de 10 fois le nombre des victimes des Twin Towers de New York dans la plus totale indifférence. Peut-on accepter cela plus longtemps lorsque l'on a pris conscience que la monnaie moderne se crée à partir de la seule volonté humaine?
Que ressentiriez-vous si vous deviez accepter de laisser votre enfant mourir au seul prétexte que vous n'avez pas l'argent pour le faire soigner? Dès maintenant, si nous sortions de notre prison mentale, nous pourrions être sur l'île B. Il suffirait de renverser le modèle. Au lieu que l'argent détermine ce que l'on peut ou que l'on ne peut pas faire, que ce soit ce que l'on décide humainement possible et juste de faire qui détermine la quantité d'argent à mettre en circulation. Tout est prêt pour cela. En ayant libéré la monnaie de l'or, on l'a libérée de la fausse valeur que l'or lui conférait et on l'a libérée de la rareté à laquelle l'or la condamnait. En ayant libéré la monnaie de l'or, on s'est donné la possibilité d'ajuster beaucoup plus finement la quantité de monnaie en circulation avec les besoins réels des peuples. En ayant libéré la monnaie de l'or, elle est devenue une unité virtuelle qui se crée à partir de la seule volonté humaine. En ayant libéré la monnaie de l'or, une incroyable opportunité de mieux-être et de justice sociale s'offre à tous en même temps que les moyens de relever les défis de notre temps sans autre limite que ce que l'on veut et peut réaliser. Comprenons toutefois que la création monétaire donne à quiconque en a l'usage un pouvoir exorbitant. C'est comme posséder la lampe magique des contes des mille et une nuits. Celui qui la détient peut réaliser tous ses rêves et selon que son maître lui fait servir ses intérêts égocentriques ou ceux de la communauté pour un mieux-être collectif, les conséquences sont bien évidemment très différentes. Avant tout, prenons conscience du risque qui nous menace, car nous pourrions aisément nous laisser aller à la solution de facilité qui consiste à attendre que le système explose de lui-même, ce qui manifestement va arriver ou est en train d'arriver. Lorsque les États seront eux-mêmes en faillite, il est fort probable que la finance internationale propose un nouveau système monétaire fondé sur une unité de compte mondiale gérée par une superbanque centrale planétaire. L'idée peut sembler séduisante et de fait, elle pourra séduire beaucoup tant la situation désespérée dans laquelle ils se trouveront lui donnera allure de bouée de sauvetage miraculeuse. Une monnaie mondiale serait certainement une bonne solution, mais à la seule condition qu'elle soit gérée par un organisme véritablement démocratique. Or, à ce jour, le seul organisme international qui pourrait prétendre à cette mission est l'Organisation des Nations Unies, dont le fonctionnement est loin d'être démocratique. Ne nous l'aurons pas. La démocratie n'est pour le moment qu'une belle idée que le commun des mortels ne sait pas encore incarner. Il est donc probable qu'une superbanque comme le FMI, la Banque mondiale ou la Banque des règlements internationaux soit mandatée sur la même logique qu'actuellement, car dans les mêmes mains. La dictature financière pourra alors s'imposer sans entrave et dans toute sa brutalité à l'ensemble des peuples résignés, car encore assommés par le choc de la crise qu'ils auront subi de plein fouet. C'est dire combien la situation requiert toute notre vigilance, et conscients de cela, nous pouvons maintenant agir à deux niveaux. Au niveau politique, exerçons une pression constante sur nos élus et candidats pour obtenir la reprise légitime du pouvoir de création monétaire par les nations et parallèlement le total retrait de ce même pouvoir aux banques en abolissant les principes de double monnaie et de réserve fractionnaire. Cela revient à n'avoir plus qu'une seule monnaie émise par un organisme public sous mandat et contrôle démocratique. Oh, n'en doutez pas, vous vous heurterez certainement à un mur, car la classe politique en place actuellement est acquise à l'idéologie économico-financière qui se traduit par la logique que nous avons décrite. Sans son adhésion, les lois et traités qui définissent les règles du jeu qui s'imposent à nous n'auraient été ni écrits ni votés. Elle vous opposera donc la force de ces lois et traités ou tâchera de vous confondre dans un jargon technico-politique. Ne vous laissez pas impressionner et revenez incessamment sur l'illégitimité de ces lois et traités qui dépouillent les peuples de leur souveraineté et trahissent la vraie nature de la monnaie. Avez-vous entendu parler des monnaies complémentaires locales? Sachez qu'il se développe depuis le début du siècle un mouvement citoyen mondial, celui des monnaies complémentaires. De quoi s'agit-il?
d'unités de compte locales, en plus de la monnaie nationale, émises et gérées par des groupes de citoyens réunis au sein de réseaux et dont les règles du jeu sont définies par eux-mêmes. À titre d'exemple, voici deux expériences, celle du Crédito en Argentine, qui permit aux Argentins de faire face à la crise de 2001, et l'autre, le Ithaca Hour, qui circule dans la petite ville de Ithaca, dans l'État de New York aux États-Unis, et qui répond, elle, à une intention éthique. Hay otro también. Estos son los únicos que tengo por ahora, pero hay un montón. Vale 20 créditos. Hay de 10, de 5, de 2, de 1. No es dinero, se llama crédito. Es un papelito, ¿sí? Y ese papelito te sirve para comprar lo que uno desee comprar. Así sea ropa, alimento. Crédito, mi amor, muchas gracias. La gente se vuelca acá, en principio vende sus cosas usadas, su ropa, su calzado. Otra gente que vende artículos como licuadoras o videograbadoras o televisores, lo que tengan. Comienzan así, lo cambian por alimento. Muy bien, gracias. ¿Tenés bolsita? Sí, me parece. Bueno. La economía en Argentina está quebrada y esto es una economía paralela. Nos manejamos con nuestros créditos porque no tenemos los pesos, no hay peso en Argentina. Entonces este es nuestro peso, nuestro trabajo. Nous avons tout simplement généré un nouvel outil d'échange. Vous pouvez l'appeler monnaie si vous voulez, mais ce n'était pas notre intention. Nous utilisons simplement une représentation de la valeur du travail de chacun. C'est ce que nous avons toujours fait. Quand j'avais un travail payé avec de l'argent et qu'avec cet argent j'achetais du pain à la boulangerie, je faisais du troc. Je troquais mon travail pour du pain. Et j'utilisais l'argent comme outil. Aujourd'hui, je fais exactement la même chose. Je travaille et en échange, on me donne un ticket qui équivaut à la valeur de ce travail. Et avec ce ticket, je vais dans une foire de troc et j'achète du pain. J'échange donc mon travail contre du pain. La seule chose qui a changé est l'outil. Auparavant, nous avions le peso. Quand il a disparu de la circulation, nous nous sommes demandé que pourrions-nous faire. Et nous avons inventé une nouvelle monnaie. Nous nous sommes dit tout simplement, croyez-vous que ce crédit a une valeur? Oui. Vous avez confiance en ce que je vous offre? Vous me croyez quand je vous dis combien il vaut? Oui. Alors vous l'acceptez. Aparte de tomártelo como un trabajo, esto es una gran familia. ¿Entendés? Cuando no venís porque te duele algo, ya te están llamando porque no viniste. Y eso es lindo, te hace sentir bien, te hace sentir que no estás solo, ¿no? Yo tengo, mi esposo trabaja en la construcción, hace casas. Mi hijo está estudiando Derecho. Es estudiante, así que no tiene trabajo. Ella le paga la facultad al hijo con esto. Le ayuda mucho en la casa. O sea, con lo que yo trabajo acá en el nodo, llevo todo lo que necesito para mi casa, para comer, para vestirnos, para artículos de limpieza, todo. Y con el ingreso de mi esposo puedo pagar lo que se hace con dinero que acá no se puede hacer. L'idée que nous nous faisons d'une banque est celle d'une entreprise qui fait de l'argent avec de l'argent. Mais ici, dans le réseau de troc, nous voyons la banque comme une entité qui produit des biens et services en facilitant l'accès à un outil que nous appelons le crédit. L'idée n'est pas de bâtir un nouveau système financier. Ici, les crédits sont prêtés sans intérêt. Nous ne disons pas, comme le fait le FMI, « Je te prête 100, mais tu dois me remettre 150. » Non. Nous prêtons 100 et nous disons « Rends-nous ce 100 en biens, services, marchandises ou savoir dont nous avons besoin dans le réseau. »
con el crédito que recibimos de la gente del PAR, hemos trabajado y tenemos casi 50 personas trabajando, con 30.000 créditos que se los dio, de los cuales hemos gastado 18 y hemos generado 50. Esta red permite que nosotros manejemos nuestro propio dinero a través de la producción. O sea, nosotros producimos y podemos ayudar también. Y fíjese usted que nosotros, a la transformación de esta prenda, nosotros nos permite fabricar, que ustedes si lo quieren ir a ver abajo lo van a poder firmar después, fabricar factura, churro y pan para los comedores escolares. Y para los comedores de los chiquitos, o sea, los permite ejercer la solidaridad que realmente es para lo que es la coopérative. Mais j'ai aussi rencontré des citoyens qui ont inventé une monnaie pour des raisons idéologiques. Aux États-Unis, il existe plus de 500 communautés utilisant une monnaie locale. Ithaca est l'une d'entre elles. Dans un pays riche comme les États-Unis, avec une monnaie forte utilisée partout dans le monde, pourquoi aurions-nous besoin de monnaie locale et pourquoi celles-ci se répandent-elles dans notre pays? Je pense qu'elles répondent à un besoin important qui provient justement du fait que nous vivons dans une économie mondialisée. Ceci s'applique à tous les pays, nous sommes tous interreliés. Avec la mondialisation, la multiplication des réseaux, l'accroissement du commerce électronique à l'échelle de la planète, nous finissons par perdre de vue ce qui nous rattache à notre milieu et à notre mode de vie. And how we live is lost. Can I taste some cane apples, please? Just a little, Athena. There you go. Thank you. You make community. We back Ithaca Hours with our labor and our goodwill. That's really important to me. And Ithaca Hours like turned my life around in a way because I could trade for skills that I can't like sell, you know, like psychic readings or something. So I got Ithaca Hours and I was able to, when we didn't have any money, I was able to feed my kids using trading for Ithaca Hours. We can keep American dollars in the community, but we have far less control over where our American dollars go once we try to keep them in our community. This shows that we're truly supporting our local businesses and our local service providers because you cannot use this particular currency outside of our community. That's 2 quarter hours, which is $5, and 1 American dollar. Thank you very much. Thank you very much. By calling the currency an hour. En donnant à cette monnaie le nom d'heure Ithaca, nous relions le mécanisme de l'échange à la notion de temps et en dernière instance à la source même de la richesse, c'est-à-dire les gens et ce qu'ils apportent à l'échange. La monnaie locale a donc cet avantage de faire réfléchir à la notion de valeur. Elle nous renvoie aussi au dollar, qui est une monnaie désincarnée, anonyme. Nous ne nous demandons plus d'où il vient ni pourquoi nous lui accordons une valeur. Mais quand vous remettez à quelqu'un ce joli billet coloré portant le nom d'heure Ithaca et que vous lui dites que c'est de l'argent, il se demande aussitôt « Mais qu'est-ce que l'argent ?» It was started about 10 years ago, and the foundation was to foster strength in the agricultural communities because food is, in essence, like one of our primary needs. You know, we need to have food, so it's a good place to start with something as basic as that. If you come around here, I can show you the Ithaca Hour Bank. We have an active board of directors who meets monthly to deal with issues of promotion and distribution of the currency. Right now, the board of directors has a whole stash of local currency printed, just like a central bank of any country would have a stash of currency printed and in reserves. And that currency is brought into circulation when a person calls in or fills out the form that says, I am able to do
whatever task. Le seul point commun entre notre système et une banque, c'est que nous accordons aussi des prêts. Nous donnons parfois aussi des bourses à des organismes communautaires. Nous offrons donc un peu de financement aux entreprises locales. Ces deux exemples ne représentent pas à eux seuls la grande diversité des monnaies qui fleurissent ici et là, mais elles incarnent sous différentes facettes la volonté de remettre la monnaie à sa juste place et à l'utiliser selon sa vraie nature. Dans tous les cas, au-delà de la dimension souvent anecdotique de ces expériences, il faut y voir le germe de l'incroyable transformation de la pensée humaine et de la société. Un jeu en apparence bon enfant, mais dans la pratique duquel l'humain se redresse en apprenant à réinventer la monnaie tout en prenant en compte le bien commun et à faire en sorte que la démocratie soit autre chose qu'un simple mot. Maintenant, on peut aller encore plus loin en reliant l'action politique à l'action locale. À défaut d'obtenir une modification des règles et traités qui permettraient la réappropriation du pouvoir de création monétaire par les nations, faisons pression sur nos élus pour obtenir la mise en circulation au niveau national d'une monnaie complémentaire dont le but serait de financer tout ce qui pourrait améliorer la qualité de la vie sur le même principe que sur l'île B. Ceci rendrait possible ce qui ne l'est pas actuellement, au seul prétexte que ce n'est pas rentable ou qu'on n'a pas assez d'argent. Mais le défi est loin d'être gagné, car il ne suffira pas de reprendre le pouvoir sur la monnaie d'une façon ou d'une autre. Cette reconquête ne peut qu'être que le symbole de celle que les humains doivent entreprendre sur eux-mêmes s'ils veulent vraiment un monde de paix et de suffisance. Imaginez une seconde. Voilà, la nation a récupéré la lampe magique et du coup, tout devient possible comme si individuellement on venait de gagner un loto sans limite. Ne serait-on pas tenté de donner libre cours à tous nos caprices et envies, hier retenus par un pouvoir d'achat insuffisant? Car pour le moment, qu'est-ce qui nous freine? N'est-ce pas le manque d'argent? La réalisation de nos désirs, de nos envies, de nos projets ne dépend-il pas de l'argent dont on dispose? Allez, soyons honnêtes envers nous-mêmes, ne doit-on pas admettre que le plus souvent, quand on a une envie de quelque chose, notre seul réflexe est de regarder si nous avons les moyens de nous l'offrir? Où est notre conscience là-dedans? N'a-t-elle pas été kidnappée par notre porte-monnaie qui, en fin de compte, décide à notre place? Et si l'argent au niveau personnel dirige notre vie, peut-on encore s'étonner que la finance dirige le monde? Peut-on se révolter contre des institutions qui, après tout, ne font que refléter ce qui se passe en chacun de nous? Alors si nous voulons vraiment un monde de paix, de suffisance et d'équité, nous devons entreprendre en nous la transformation que nous voulons voir dans le monde. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, nous disait Gandhi. Répondons à cette invitation. Réaliser cela, c'est toucher au cœur du défi de notre temps. C'est toucher à la révolution intérieure qui consiste à devenir capable de décider individuellement et collectivement de notre destin, non plus à partir de l'argent auquel on peut accéder, mais à partir d'un questionnement. Qu'est-ce que l'on veut? Que cherche-t-on à exprimer au travers de nos désirs? À quoi contribue-t-on? Quelle dynamique alimente-t-on? Quel est l'impact sur la nature et sur les ressources? Existe-t-il des alternatives? Bref, les questions qui feraient de nous des êtres libres et responsables au lieu d'esclaves de nos désirs uniquement bridés par la rareté artificiellement orchestrée de l'argent. Ce qui est contenu dans le pouvoir monétaire est beaucoup plus qu'un pouvoir d'achat. C'est notre pouvoir d'être autre chose que des marionnettes manipulées par la marée des désirs que suscitent la pub et les outils marketing. Le pouvoir de création monétaire, voyez-vous, est extraordinairement symbolique. Il n'est pas anodin de constater que les deux crises majeures auxquelles nous sommes confrontés se manifestent d'une part dans la monnaie, expression de la richesse symbolique, et d'autre part dans l'écologie, expression de la richesse réelle. Il n'est pas anodin non plus de réaliser que dans l'état actuel de notre façon de penser, les remèdes préconisés soient contradictoires, la croissance pour l'économie, la sobriété pour l'écologie.
Cette contradiction est à l'image de celle qui nous habite. Elle est l'invitation à nous mettre en cohérence. Faute d'y parvenir, nous nous condamnons à errer dans un monde de plus en plus violent et invivable. Au travers de la monnaie se joue l'appel à une véritable révolution des consciences. Le croirez-vous, le fond du fond de nos problèmes, c'est la peur. Si une personne tombe à l'eau alors qu'elle ne sait pas nager, que va-t-elle faire? Elle va se débattre en tous sens, poussée en cela par la peur de mourir, parce qu'elle croit que ça va la maintenir à la surface. Or, ces gestes désordonnés ne font que précipiter sa fin. La peur est mauvaise conseillère, dit-on, et c'est vrai, car si la confiance avait été la plus forte, cette personne aurait réalisé que son corps était plus léger que l'eau et qu'il aurait suffi de se laisser porter. Sans doute n'avons-nous pas conscience d'être manipulés par nos peurs, tout simplement parce que c'est une émotion que nous n'aimons pas et que nous avons appris à ne pas ressentir grâce justement aux gestes désordonnés et souvent incohérents qui occupent nos journées de plus en plus trépidantes. Pourtant, plus que jamais, nous sommes comme cette personne en train de se noyer, nous faisons tout le contraire de ce qu'il faudrait. Si nous acceptions de regarder en profondeur, nous réaliserions que la peur est bien présente pourtant, même quand on ne la ressent pas. Peur de mourir, peur de manquer, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être critiqué, jugé et tant d'autres encore. Ces peurs viennent du sentiment d'insécurité qu'occasionnent les aléas de la vie. Tôt ou tard, alors que tout va bien, un événement vient bousculer notre château de cartes et nous voilà face à notre fragilité et à ces peurs que nous voulons tellement éviter. C'est ainsi que la vie nous apparaît dangereuse, cruelle, injuste, et que piégée par le sentiment de manque qui nous habite, car reconnaissons-le, il nous manque toujours quelque chose pour nous sentir pleinement heureux, eh bien nous croyons qu'il n'y a pas assez pour tous et qu'il faut se battre pour faire sa place au soleil. C'est cela qui a poussé notre culture occidentale à construire ses fondations sur la croyance que le bonheur est possible à condition de parvenir à avoir tout ce dont on a besoin. Entendez, ce qu'il faut pour se sentir en sécurité. Cela revient à poser en principe que c'est ce que nous avons qui détermine nos chances d'être heureux. Ce modèle de pensée, qui domine actuellement l'inconscient collectif dans le monde, est ce que j'appelle la conscience de rareté ou la conscience de survie. C'est la peur, le plus souvent inconsciente, qui conditionne notre pensée, nos actes et donc nos systèmes. Elle nous pousse spontanément à accumuler pour nous sentir à l'abri et à lutter pour faire partie des plus forts, condition indispensable pour avoir accès aux ressources et aux services qui nous donneront le sentiment d'être en sécurité. Ceci, traduit en théorie économique, en fonde les deux piliers principaux, la croissance, avoir toujours plus, associé à la promesse du bonheur, et la compétition, faire partie des meilleurs, car il n'y a pas assez pour tous. Seulement voilà, on a beau avoir des connaissances immenses, des moyens de production considérables et des gadgets dont d'ailleurs on ne sait plus comment ils pourraient être encore améliorés, nous sommes malgré tout en train de nous noyer. Nous sommes rendus à ce moment où il devient urgent de comprendre que nos gestes nous tuent. Il est temps de ne plus lutter contre la vie, mais de se laisser porter par elle. Tel est le grand défi, rendre la confiance plus forte que la peur. Comment? À un moment où les ressources terrestres se raréfient et où la démographie n'a jamais été aussi élevée? Croyez-le, ce ne sont pas les ressources de la Terre qui manquent, ce sont les modes de production et de consommation qui les rendent insuffisantes. Elles sont assez importantes pour permettre à l'humanité entière de vivre dans la suffisance si nous abandonnons ce modèle illusoire et suicidaire de la course à l'avoir. Nous avons aujourd'hui infiniment plus que nos grands-parents et arrière-grands-parents. Sommes-nous plus heureux? Se sent-on plus en sécurité? Non. Alors stop! Il est temps de dénoncer l'illusion du rêve américain. Il est temps de changer notre modèle de pensée et d'entrer dans ce que j'appelle la conscience d'abondance ou la conscience de vie. Abondance non pas prise dans le sens qu'il y aurait tout ce qu'on veut à l'infini,
mais dans le sens de la personne qui est en train de se noyer et qui, d'un coup, prendrait conscience que tout est là pour la sauver. C'est ce que les crises de notre siècle nous invitent à réaliser. Tout est là pour permettre à la vie de s'exprimer et de s'épanouir, même si on ne le voit pas et même si on ne le comprend pas. Seule la peur nous empêche de le voir. Et passer de la peur à la confiance, c'est accepter de s'abandonner à l'intelligence de la vie, comprendre que nous en faisons intimement partie et que la mort elle-même en est un aspect, un passage certes mystérieux, mais ne signifiant rien ni une fin ni une défaite. C'est réaliser que nous devons arbitrer nos modes d'existence à ce que la planète peut offrir sans en souffrir, au lieu de vouloir toujours plus. C'est accueillir la différence de l'autre, non comme un obstacle à renverser, mais comme un atout qui permet d'enrichir la réflexion, condition indispensable à l'exercice d'une démocratie directe. C'est se rendre compte qu'en coopérant, on bénéficie des talents de tous, et qu'en étant solidaire, on est infiniment plus fort et aimant, alors que lutte et compétition ne peuvent être que synonymes de violence et de guerre. C'est globalement endormir le guerrier et réveiller le jardinier en nous, c'est considérer la terre non plus comme une proie à dépecer, mais comme un jardin à planter. La révolution opérée se résume donc à ceci. Passer du système actuel, où la peur justifie l'accumulation et la compétition, et où la monnaie représente l'outil idéal de sélection ou de pouvoir, à une humanité réconciliée, où la confiance en la vie inspire le besoin de partage responsable et équitable, et la coopération reconnue comme le plus puissant levier de paix et de progrès. Là, l'argent devient un outil de répartition et d'échange pour produire et partager la production de richesses marchandes et non marchandes, choisies par la réflexion et le débat. Très bien, me direz-vous, mais que faut-il faire pour passer de la peur à la confiance ? Bien deux choses aussi simples et difficiles que de ne plus se débattre si on se noie. Premièrement, prendre conscience de nos peurs, car elles sont évidemment le plus souvent inconscientes. Et deuxièmement, quand on les voit, choisir la confiance. Ce choix change le regard, et le regard change le monde. Ces mots sont simples à prononcer, n'est-ce pas, mais les incarner est une toute autre affaire, tant ils sont contraires à ce que nos habitudes et nos cultures ont inscrit en valeur supérieure dans nos gènes. C'est pourtant la dynamique qui nous restaurera dans notre souveraineté bradée. Souveraineté dont le symbole se traduira dans notre économie par la récupération du pouvoir de création monétaire. Pour l'heure, nous en sommes à ce point de passage, fort inconfortable, j'en conviens, mais passionnant, où tout est encore possible, car inutile de vous faire un dessin. Le paradigme de survie est encore profondément ancré en nous, et la route vers une humanité réconciliée et cette terre respectée risque fort d'être encore longue. Tout va dépendre de notre capacité individuelle et collective à reconnaître nos peurs et à avoir le courage, car cela demande du courage, de les apprivoiser au lieu de les fuir. C'est à ce seul prix que peut grandir la confiance, énergie libératrice du vrai potentiel humain. Mais j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que cette révolution devient visible, palpable même, tandis que la dictature financière se fait de plus en plus insolente et contraignante, prend forme et se lève un vaste mouvement citoyen mondial porteur de valeurs humanistes et écologiques. Je crois que l'humanité a assez grandi pour être capable de faire la révolution par l'intelligence et le cœur et non plus par les armes. À chacun d'entre nous de le démontrer. Il est bien possible que nous n'ayons plus le temps d'éviter l'iceberg. Les choses seront alors plus difficiles car nous pouvons nous retrouver devant des magasins vides ou sans argent, bref, dans un tel état de désorganisation que les mécanismes de survie s'imposeront spontanément à nous. Alors, aura-t-on encore assez de présence d'esprit pour voir que nous avons le choix, que nous pouvons ne pas céder au sauve-qui-peut, qui ne promet que violence et souffrance, que nous pouvons choisir le partage solidaire, même s'il y a peu à partager? Je crois que nous en sommes capables, car nous vivons à cette extraordinaire période charnière entre l'ère de la survie maintenant achevée et celle de la vie que nous ne savons pas encore aborder, mais dont les signes deviennent de plus en plus visibles.
palpable. Alors, chenilles, papillons, que se passe-t-il dans la chrysalide? Nous y arrivons. La perspective du passage, cet inconnu qui approche à grands pas, nous effraie bien légitimement, mais si nous sommes portés par la certitude confiante que le papillon est déjà dans la chenille, nous pouvons mettre toute notre énergie à révéler, quoi qu'il en coûte, la grandeur et l'amour qui règnent au plus profond de nous et que seules nos peurs masquent. Ne ressentez-vous pas l'impatience de cet envol? Si nous croyons que nous sommes prêts, alors nous le ferons.